présentation. Donc, s'il y a la webcam, ce sera plus sympa. Donc oui, bienvenue ce matin, 4 novembre, pour le webinaire Construire l'avenir du travail organisé par la FSV. Qui, Elodie vient de l'expliquer. L'idée était justement, après un sondage fait en début d'année, que les membres ont la possibilité de suivre des webinaires aussi dans la thématique, pas seulement sur les connaissances techniques, comme on les organise déjà, ou la FSV les organise déjà, mais aussi sur des thèmes justement de ressources humaines, comment gérer ces équipes pour être prêts pour demain. Je me présente brièvement, je m'appelle Stéphanie Chezot, je suis formatrice pour adultes, surtout dans le domaine formation des formateurs en entreprise, mais aussi communication et gestion de soi. Et je fais partie à l'IST de l'équipe des cours interentreprises pour nos apprentis de la branche qui font l'apprentissage CFC, employés de commerce. J'ai 15 ans d'expérience en tant que conseillère en voyage dans différentes villes, notamment en Suisse romande, dans différentes villes, et puis 15 ans aussi d'expérience dans le domaine de la formation, et puis les dernières années, je dirais aussi de ces 15 ans, dans le recrutement du personnel, que j'ai pu accompagner les agences CUNY de la Suisse romande dans leur processus de recrutement. Moi-même, j'ai toujours suivi des formations continues, donc je prêche ça parce que je pense que ça nous fait tous avancer. Voilà, ça sur ma personne à moi, et je vous accompagne dans ce webinaire par mon expérience professionnelle dans le recrutement et dans la formation, et puis parce que en Suisse alémanique, l'entreprise qui a organisé le webinaire, c'est Travel Job Market. Ils sont surtout sur le marché suisse alémanique, spécialisés comme entreprise de recrutement et de placement dans le tourisme, mais ils n'ont pas le réseau en Suisse romande, et puis c'est là que la FSV a eu l'idée de faire appel à moi. Merci à la FSV de me donner cette chance. Donc oui, quelle est la situation de départ pour notre webinaire? Ça c'est donc, je vous ai listé les thèmes qu'on va parcourir pendant ces 45 minutes. Donc situation de départ, ensuite comment travailler sa culture d'entreprise, quelle est l'influence d'une culture d'entreprise forte sur la réussite d'une entreprise? Quelle est l'influence ou qu'est-ce que c'est la flexibilité? On va voir que la flexibilité elle-même est flexible, et comment l'intégrer dans son entreprise? Quels sont les facteurs qui vont augmenter son attractivité en tant qu'employeur? Et conclusion après 45 minutes. Donc oui, dans la situation de départ, on observe, et ça c'est donc dans différentes études et sondages qui sont faits régulièrement, pas que dans le domaine du voyage, bien sûr, c'est dans d'autres domaines aussi, mais on observe que les attentes ne sont pas toujours en équilibre, les attentes des employés et les attentes des employeurs ne sont pas toujours en équilibre. On observe que les employés demandent ou nous donnent comme retour qu'il manque souvent de reconnaissance et de flexibilité dans leur endroit de travail. Et de l'autre côté, les employeurs nous donnent comme retour que les potentiels candidats pour leur poste, quand ils font des recrutements, ont souvent des attentes qui ne sont pas réalistes pour eux en tant qu'entreprise. Et c'est clair qu'il faut amener ces attentes dans la balance, et il faut trouver des solutions pour trouver une bonne collaboration et pour pouvoir poursuivre, parce que sans personnel, on ne poursuit pas son cursus en tant qu'entreprise. Et il y a aussi la situation démographique qui, bien sûr, joue un rôle très important. On sait, et ça c'est des chiffres qui sont sortis de l'Office fédéral de la statistique, qu'en 2030, on estime qu'un poste sur 7 ne sera pas pourvu
parce qu'il y a plus de monde qui quitte le travail, qui prend sa retraite, qu'il y a de jeunes personnes qui vont les succéder. Bien sûr, il y a une partie de ces postes qui pourra peut-être être compensée ou qui sera certainement compensée par l'intelligence artificielle, mais c'est tôt de dire, de citer des chiffres exacts par rapport à ça. Et puis, si on analyse notre domaine d'activité, quelles sont les choses qu'on pourra compenser par l'intelligence artificielle? OK, les processus administratifs dans le back-office, ça certainement, il y aura des outils qui seront mis à disposition qui vont nous faciliter la vie, mais on sait pertinemment que pour aller faire des visites d'hôtel, pour créer son catalogue, on ne va pas faire ça avec l'intelligence artificielle. Il faut la relation avec l'hôtelier sur place, tout comme il faut le guide qui accompagne son groupe, tout comme il faut les gens qui conseillent les clients ici en Suisse, qui leur vendent le bon voyage en rapport avec leurs besoins. Donc, tous les postes dans le tourisme seront bien sûr pas compensables par l'intelligence artificielle. Et puis, aussi alarmant, mais aussi, j'aimerais bien aussi relativiser, c'est les chiffres des études dans le tourisme. En 2024, il y a 25% de personnes en moins qui ont obtenu un diplôme en tourisme par rapport comparé à 2016. Et en apprentissage, on parle de 50% de moins qui ont fini leur apprentissage en 2024. Et c'est là que j'aimerais relativiser ces chiffres-là. Donc 2024, si vous faites le compte en retour, ça veut dire que c'est les étudiants et les apprentis qui ont commencé leur apprentissage en 2020, 2021. Et on sait pertinemment que c'était des années, on était occupés avec la pandémie. On avait beaucoup moins d'apprentis et beaucoup moins d'étudiants qui ont commencé des études ou un apprentissage. Donc, ça se reflète là-dedans, bien sûr, et ça va certainement se corriger et se remettre à niveau. Mais on observe quand même une tendance, aussi bien à l'IST que pour l'école supérieure que pour les apprentissages, que la croissance, ça va lentement, hein, ça augmente lentement, sans vouloir vous donner là où vous perdre beaucoup ou investir trop de temps par rapport à ces chiffres-là, mais on observe cette tendance que on n'est pas encore de retour à 2016 par rapport aux chiffres des étudiants et des apprentis. Alors, donc oui, notre situation de départ, pour faire un résumé, c'est que nous manquons aujourd'hui déjà de personnel qualifié, et puis ça va certainement s'accentuer à l'avenir. Donc, il est important de trouver, de chercher et trouver des solutions aujourd'hui, se préparer pour demain. C'est-à-dire que de vouloir motiver des gens de venir travailler dans ce secteur, et une fois qu'ils sont dans le secteur, de les garder motivés pour qu'ils restent dans ce secteur-là. C'est ça la vision ou l'objectif. Mais pour aujourd'hui, votre objectif ou notre objectif, c'est que on va se consacrer au thème culture d'entreprise, la flexibilité, comment est-ce qu'on peut l'intégrer malgré nos conditions cadres qui ne sont pas toujours favorables à une flexibilité totale, et puis comment on peut augmenter notre attractivité en tant qu'employeur. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de se laisser inspirer, de partager aussi par moments, je vous donnerai l'occasion de partager, de nous donner vos idées aussi. Et puis, une prise de conscience, moi je dis toujours le premier pas pour changer, pour adapter les choses, c'est d'avoir une prise de conscience. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints entre-temps. On est en plein webinaire, qu'on est en train d'enregistrer, ça juste comme information. L'enregistrement sera mis à disposition sur le site de la FSV. Le triangle magique du changement ou le triangle de la culture d'entreprise.
Donc, la culture de l'entreprise, elle se crée et puis il y a plusieurs facteurs, bien sûr, qui vont jouer un rôle. Commençons par le facteur, la vision, la stratégie d'une entreprise avec sa vision, avec sa charte, sa mission et ses objectifs. Suivi ensuite par les structures et les processus établis pour justement réussir ou atteindre sa vision et sa mission. Donc, où est-ce qu'on va ouvrir notre agence, comment on veut travailler, quels seront les processus de la demande du client jusqu'au retour du client, comment on gère ces processus et quelles sont les valeurs de notre entreprise, quelles sont les normes, quels sont les comportements visés par nos employés, par nos responsables, etc. Donc, tous ces trois axes ensemble vont créer la culture de l'entreprise et puis peuvent aussi générer, bien sûr, un déséquilibre si la mission, si les objectifs ne sont pas en adéquation avec les processus qu'on a mis en place ou avec les gens qu'on a pu recruter. Donc, ça, important. Et si on le prend avec un exemple qui nous parle aussi dans le monde du voyage, admettons qu'on décide de faire un tour du monde en voilier, on va commencer par créer notre stratégie, par voir quelle est la mission de ce tour du monde, quels sont les objectifs qu'on mise avec ce tour du monde. Ensuite, comment on s'organise à bord, quelles sont les structures, qui est responsable de quoi. Donc, on se prépare, on fait son plan, on détermine son routing, on vérifie dans quel port on pourra aller faire le stock de sa nourriture, etc. On se prépare à ce voyage. Et puis, bien sûr, après, il y a toujours les imprévus comme les facteurs météorologiques qu'on ne pourra pas contrôler et qu'on ne pourra pas prévoir jusqu'à la fin de notre voyage. Et puis, pour maintenant faire le lien avec votre réalité du daily business, les conditions météo, c'est souvent donc les facteurs qu'on ne peut pas influencer à 100%, c'est souvent les employés, c'est le staff. Donc, je peux prévoir, je peux avoir une belle mission, des objectifs clairs, je peux avoir mis en place mes structures, mes processus, etc. J'ai jamais la garantie que mes employés vont me suivre ou vont aller dans mon sens avec ma vision et avec mes processus. Donc, c'est le facteur qu'il faut toujours avoir sur son radar et toujours aussi prendre en considération que je devrai adapter mon routing et que je devrai peut-être adapter mes processus, mes attentes en cours de route, puisqu'il y a du changement par rapport aux facteurs humains de mon entreprise. Donc, la pertinence stratégique de la culture d'entreprise, c'est que si j'arrive à instaurer une culture d'entreprise forte, il y a des études qui disent que 60% la fluctuation sera réduite si les employés peuvent s'identifier, ressentent une grande identification avec leur entreprise. Et puis, pour avoir fait du recrutement pendant quelques années, je peux vous dire que recrutement, ça demande, vous le savez tous, vous avez certainement aussi eu les cas. C'est pas que je mets aujourd'hui une annonce et puis demain j'ai trouvé la perle rare. Des fois, ça prend 1 mois, 2 mois, 3 mois pour trouver la perle rare. Donc, c'est de l'argent, c'est du temps que j'investis. Donc, ça se reflète aussi après, à la fin, dans les chiffres de mon entreprise, si ma fluctuation ou si plutôt mon équipe est stable. Donc, si je n'ai pas besoin de recruter sans cesse, ça veut dire que à la fin, j'ai plus d'argent aussi à disposition pour investir dans d'autres projets qui sont en faveur après peut-être de mon staff.
font partie aussi de la culture d'entreprise, bien sûr, c'est son ADN. Et puis, c'est le premier pas, ce serait de connaître l'ADN de son entreprise pour avoir peut-être analysé l'histoire de l'entreprise, comment est-ce qu'on est arrivé là où on est, qu'est-ce qui nous a rendu forts dans le passé, et puis pour le faire aussi, d'interroger ses collaborateurs, de les impliquer dans cette recherche sur son ADN ou sur la détermination de son ADN, mais aussi les cadres de l'entreprise, bien sûr, et n'oublions pas les clients aussi, parce que c'est les clients qui sont également, je ne l'ai pas cité parce qu'aujourd'hui on parle de thèmes ressources humaines, mais bien sûr le client c'est aussi un facteur que vous ne pouvez pas contrôler, vous pouvez l'influencer, mais vous ne pouvez pas le contrôler à 100%. Donc prenez en compte aussi l'avis de vos clients pour déterminer le comportement ou la manière de faire de votre entreprise de demain. Qu'est-ce que vous visez? Comment est-ce qu'on aimerait être perçu par ses clients, par ses employés sur le marché pour avoir un chemin de réussite? Comment instaurer alors cette culture d'entreprise? Il y a plusieurs meilleures pratiques qu'on peut citer là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'un point déjà pour commencer, c'est la culture de l'erreur. Comment les erreurs dans mon entreprise sont-elles gérées? Est-ce qu'il y a un blâme à chaque erreur ou est-ce que chaque erreur est une chance pour s'améliorer pour demain et pour travailler avec des feedback forward, c'est-à-dire pas uniquement regarder, OK, on a fait de telle manière et puis ça a donné tel résultat, mais aussi d'aller le pas plus loin. Alors, quel est le résultat qu'on aimerait, qu'on vise pour demain et après-demain et qu'est-ce qu'on doit changer dans notre manière de faire pour y arriver? Et puis, la culture du leadership, la culture de la décision, pour moi, c'est étroitement lié, ces deux points-là, c'est-à-dire comment est-ce que je gère mon équipe en tant que dirigeant, comment je les implique aussi dans la prise de décision, parce que l'humain, un des besoins qu'on a, c'est de pouvoir participer, d'être impliqué, surtout quand il y a des décisions importantes à prendre. Maintenant, c'est clair qu'on a tous des situations de départ différentes dans les entreprises dans lesquelles on travaille. On a des petites, moyennes entreprises où peut-être le contact entre le CEO et puis les employés est très court, est très prononcé parce qu'ils sont dans le même bureau, puis il y a des grandes entreprises où le CEO, la CEO est basée à Zurich ou ailleurs, et puis la distance entre les employés et les dirigeants de l'entreprise tout en haut, c'est plus loin. Donc, et puis l'avantage, c'est bien sûr que dans la grande entreprise, il y aura beaucoup de choses qui sont déjà mises en place. Et puis l'inconvénient, c'est qu'on n'aura pas toujours peut-être pu participer à ces décisions, mais qu'on peut certainement aussi les adapter pour sa réalité à soi, donc son équipe à soi. Et puis quand on est dans la petite entreprise, c'est peut-être plus simple d'impliquer tout le monde dans cette prise de décision. Oui, flexibilité, ça a une pertinence stratégique. On a vu déjà au départ que les employés, les potentiels employés de demain, la flexibilité, c'est quelque chose qui demande haut et fort. Et puis il faudra trouver dans chaque domaine, avec ses réalités, ses conditions cadres, des moyens de flexibiliser. Maintenant, je dis aussi la flexibilité elle-même, elle est flexible et puis elle n'est pas la même. Les facteurs qui vont déterminer si moi je ressens de la flexibilité dans mon job seront certainement pas les mêmes que pour Elodie ou pour autre personne, hein. Donc, chacun a ses critères pour de la flexibilité. Et puis, bien sûr, ça commence par les connaître, les critères de flexibilité de ses employés.
Donc, pourquoi est-ce qu'on doit prendre en compte ce point-là? C'est que des gens ou les employés qui se sentent pris en considération avec leurs souhaits et leurs besoins vont automatiquement être plus productifs et s'identifier à leur entreprise. Et puis une plus grande productivité, ben, ça se reflètera aussi dans les résultats de l'entreprise. Selon une étude, c'est 21% de productivité gagnée si les collaborateurs se sont engagés. Pour que je me sente engagée en tant que collaboratrice, bien sûr, je dois avoir le sentiment que mes besoins sont pris en considération. Comment reconnaître les besoins de son équipe, de ses employés? Ben, premier pas, premier critère, c'est est-ce que j'ai une communication ouverte dans mon équipe? Combien de fois est-ce qu'on échange sur les thèmes vraiment et là, je ne parle pas du small talk le matin, comment ça va, tu as passé une bonne soirée, ça commence par là, mais ça doit aller plus loin dans le sens où de temps en temps, je dois me prendre le temps de vraiment savoir qu'est-ce qui les préoccupe, qu'est-ce qu'ils voient eux comme possibilité d'améliorer leur situation au travail, donc de les responsabiliser. Donc, refléter plutôt que juger dans le sens où j'observe ça actuellement. Qu'est-ce que tu proposes comme solution pour l'avenir? C'est-à-dire de les prendre dans le bateau, de les responsabiliser, que l'employé ne puisse pas juste dire, voilà, il y a ça et ça qui ne joue pas pour moi, mais de dire, OK, ça et ça ne joue pas pour toi, alors quelles sont tes propositions? Tu connais nos conditions cadres. Dans ces conditions cadres, on doit trouver une solution. Et la devise du mois, c'est ça a été testé aussi par une entreprise, par une agence suisse alémanique, par Eurotrek. La devise du mois, c'est que on leur donne une question de réflexion une fois par mois, plusieurs fois par année. C'est pas tout long, hein, mais il faut pas non plus exagérer. Il faut toujours aussi trouver la bonne dose, utiliser toutes ces méthodes à bon escient. Mais d'avoir de temps en temps une devise du mois, une question qu'on analyse, comme par exemple la question « Qu'est-ce que j'ai besoin, moi, pour que je me sente bien et puis que je puisse me donner de mon mieux au travail ?» Puis pendant un mois, on réfléchit à cette question dans toutes les situations possibles et imaginables. C'est une question qui trottera dans notre tête. Et puis à la fin du mois, on fait le bilan avec toute l'équipe, on regarde qui a besoin de quoi. Et puis, en connaissant les besoins, on peut aussi voir quelles sont les stratégies pour les satisfaire, ces besoins. Et puis, les stratégies, il y a toujours, je dis, il y a le besoin, il y a toujours plusieurs stratégies pour pouvoir réaliser un besoin. Donc, ce n'est pas que 3 jours de home office, la seule et unique solution si j'ai besoin de plus de home office. On trouve des solutions en discutant, en déterminant les besoins de tout le monde. Et je pense l'humain, en écoutant quels sont les besoins des autres, on est aussi plus disposé à contribuer pour la bonne réussite de l'équipe. Et c'est là maintenant avec notre équipe comme d'exemple que j'aimerais aussi connaître quelles sont vos idées pour gérer la situation suivante. Léa, qui est la responsable de cette équipe, une petite équipe, 3 personnes. On parle d'une agence fictive qui est située dans une ville taille moyenne de Suisse romande, et qui a donc une petite équipe, 3 personnes. Ils sont situés à l'étage. C'est une agence de voyage qui traite avec les clients directs. Et puis, on peut dire qu'une grande partie, enfin, c'est plus ou moins moitié-moitié des clients qui vont venir à l'agence pour se faire conseiller et ceux qui préfèrent téléphone, mail, Teams et d'autres canaux pour communiquer avec l'équipe.
Sina, elle habite très loin. Elle a plus d'1 heure de trajet tous les matins pour arriver au bureau. Et puis, ça l'apaise, ça lui prend de l'énergie, ces trajets. Elle adore son job, mais elle sent que ça pèse et puis ça prend quand même de l'énergie. Et puis, elle n'est pas toujours de bonne humeur quand elle arrive le matin au travail. Max, lui, il habite pas très loin, il a environ 20 minutes de trajet à faire, donc ça le pèse pas. Sa situation est donc une autre. Lui, ce qui le pèse, c'est la mauvaise humeur le matin, dans l'équipe, quand, Sina, elle arrive déjà énervée parce que les trains étaient de nouveau bondés et cetera, ou ont eu du retard et ainsi de suite. Sina, actuellement, tout le monde travaille 1 jour par semaine en télétravail. Sina, maintenant, elle vient de faire sa demande à Léa. Elle aimerait pouvoir augmenter, elle aimerait pouvoir faire 2 jours au lieu de seulement 1 jour de home office par semaine. Et puis Léa, maintenant, elle est confrontée à cette demande qu'elle doit réfléchir. Et puis j'aimerais connaître vos idées, comment gérer ça au sein de son équipe. Donc, vous pouvez ouvrir votre microphone et puis donner votre avis. Ça sera enrichissant pour ceux qui regardent après la vidéo aussi. Je vais se lancer. Merci Elodie. Tu voudrais avoir notre avis sur comment réagir à la place de Ouais, Léa, c'est ça? comment tu amènerais cette question? Quel serait la première intervention ou le premier pas que tu fais? Là, ils ont tous 1 jour en home office pour le moment, c'est Ouais, ça? actuellement, ils sont tous 1 jour en home office. Puis Sina, elle aimerait augmenter, elle aimerait avoir un 2e jour par semaine pour perdre moins d'énergie dans les trajets. Personnellement, vu que c'est une petite équipe, je pense que c'est important de communiquer ensemble. Donc, peut-être, ils font certainement des réunions en équipe, je sais pas moi, mensuelles ou hebdomadaires. Ce serait certainement aussi d'aborder le sujet, à mon avis, en équipe. Vu que voilà, là, on est dans un contexte de petite équipe. Encore une fois, hein, chaque situation est différente, mais dans le cas, que tu nous présentes, je pense que ce serait bien tout simplement de pouvoir, en parler ensemble, voilà, peut-être dans le cas de Sina, un besoin de faire plus de home office et voir, voilà, Léa donner son avis, dire si elle est d'accord avec la demande et ensuite, peut-être le soumettre, ensemble, en discuter ensemble, au bureau, à savoir si c'est une demande uniquement qui viendrait de Sina ou de Max. Mais en tout cas, peut-être, ouais, le partager avec Max, pendant une réunion, d'équipe. Tout à Je pense fait, pas que parce ce que, s mmh. ouais, merci beaucoup, Elodie. Est-ce qu'il y a d'autres avis qui aimeraient être partagés ou d'autres idées? Alors, moi, je partirais presque plus sur des process parce que on a bien sûr les personnes, mais on a la situation qu'on peut pas trop changer, c'est-à-dire on peut pas engager, on est un peu fixe avec ça. Mais peut-être dans les processus, il pourrait y avoir de l'amélioration, comme, je sais pas, peut-être mettre en place un formulaire de commande de voyage ou un site internet à gérer. Et puis, par exemple, Sina pourrait s'en occuper, ce Mhm, qui déchargerait le travail physique, on va dire, en présentiel dans l'agence, et puis ce qui pourrait lui permettre d'avoir 2 jours off mhm, depuis la maison. mhm. Merci beaucoup. Bonjour. Oui, Bonjour Dani. voilà. Excusez-moi, j'étais un petit peu en retard. C'est un sujet très intéressant, hein. Effectivement, parce que vous l'avez dit, c'est une demande relativement récurrente, en tout cas dans les entretiens d'embauche, et puis après avec le personnel déjà en place. Là, à mon avis, la problématique est toujours la même, c'est que si on prend l'exemple de cette agence, elle est amenée à recevoir du monde, des clients. Donc évidemment, les personnes qui vont rester en présentiel vont se retrouver avec
une charge de travail supplémentaire par rapport à ceux qui sont en home office. Donc je pense que là, la solution est probablement déjà de savoir si Léa et Max accepteraient un jour supplémentaire d'un home office de la part de Sina. Et puis après, quelle organisation peut être mise en place? Parce qu'il y a une autre problématique, c'est la communication, à mon avis. La communication au sein de l'équipe, elle est toujours plus naturelle en présentiel et plus facile. Elle est toujours plus difficile, à mon avis, quand même, quand il y a du personnel en home office. Donc, quel équilibre on trouve dans tout ça? Je pense que ça peut fonctionner uniquement s'il y a une acceptation des 3 personnes. Absolument. Alors, S'il y a des réticences de la part de Max et Léa, pour faire plaisir entre guillemets à Sina, ça va créer une problématique supplémentaire derrière. Donc il faut qu'il y ait une acceptation des 3, probablement préalablement une discussion pour la mise en place, quels jours, quels horaires, et puis probablement aussi une réorganisation un peu en interne au niveau du travail, notamment pour gérer l'afflux de personnes qu'il faut accueillir. Et puis aussi peut-être dans la répartition du travail, que ça soit un petit peu différente. Mais pour moi, le point principal, c'est qu'il y ait une acceptation des 3 personnes et puis une mise en place sans doute d'une organisation un peu différente. exactement. Donc, oui, pour résumer, c'est ce que Léa a également fait. Donc, elle a pris au sérieux ses besoins ou cette demande de Sina. Elle a confronté Max avec cette demande. Elle a pris Max, elle l'a impliqué dans la décision. Ils se sont mis autour d'une table. Ils ont regardé, et c'est comme vous avez dit, il faut adapter certains processus, il faut déterminer clairement. Alors, si je suis en home office, quelles sont mes tâches, de quoi je m'occupe en priorité quand je suis au home office, pour que les gens qui sont sur place physiquement peuvent se consacrer à la clientèle de passage. C'est clair, ça demande beaucoup d'investissement de temps, peut-être, une décision comme ça, mais gardez toujours sur le radar le temps que vous investissez là avec votre staff que vous aimez bien, qui est rodé, qui connaît la clientèle, etc. Ça vaut la peine d'investir quelques heures dans ce genre de décision et dans ce genre d'adaptation plutôt que d'investir après des heures dans le recrutement parce que Sina, au bout d'un moment, elle aura dit non, alors maintenant, c'est quand même trop, je quitte et puis je cherche du job plus près de chez moi, par exemple, ou du job où je peux faire plus de home office. Donc oui, mettez-vous autour d'une table et puis prenez-vous ce temps-là. Ça, ce serait mon appel ou je pourrais que vous encourager à faire comme ça. Donc oui, l'attractivité de l'employeur, automatiquement, elle va augmenter quand on ressent qu'il y a cette ouverture d'esprit vis-à-vis de la flexibilité. Parce que, comme j'ai dit, ma flexibilité ou mes critères de flexibilité ne seront pas forcément les mêmes des vôtres. Donc, connaissez ces critères-là. Et puis, dans le recrutement, toujours analyser en détail, alors, mais qu'est-ce que c'est pour vous la flexibilité? Comment vous imaginez, vous, vos semaines de travail? Puis aussi mettre après sur table quelles sont les conditions cadres. Puis dans ces conditions cadres, il faut trouver des solutions qui sont équitables pour tout le monde. Voilà, donc, et puis les valeurs de l'entreprise qu'on a vu au départ avec le triangle, les valeurs, c'est quelque chose déterminé aussi par la direction dans sa stratégie, sa mission. Si les valeurs ne sont pas vécues par les dirigeants, ça va aussi donner un déséquilibre, ça va être perçu par les employés, aussi par les clients souvent. Donc, vivre selon les valeurs de l'entreprise au sein du travail.
Et puis, la reconnaissance financière et personnelle, ça c'est aussi le thème qui fait souvent mal dans les, dans les recrutements. Hein. On est dans une branche où c'est pas par plaisir que les salaires sont bas, c'est par les conditions cadres, par les marges qu'on a dans le tourisme qui font qu'on ne peut pas payer des salaires beaucoup plus hauts qu'ils le sont actuellement. Donc, cette reconnaissance financière, il faut la thématiser et c'est un thème qui est souvent va revenir par cycle. C'est pas parce qu'on a expliqué aujourd'hui à un employé comment son salaire se compose, quelle est la partie qu'on paiera encore pour l'AVS, la caisse de pension, etc., qu'on lui explique exactement, qu'on lui montre aussi combien de bénéfices l'entreprise fait, puis qu'il y a des raisons pourquoi il a le salaire qu'il a ou elle a le salaire qu'elle a. C'est pas parce qu'on a expliqué ça aujourd'hui que la question sera répondue à toujours. Donc peut-être que par cycle, il faudra le rethématiser et réexpliquer la même chose pour faire recomprendre que voilà, on donne le plus qu'on peut, mais qu'il y a des raisons pourquoi les salaires sont tels qu'ils sont. Et puis aussi l'attractivité de l'employeur dans les meilleures pratiques qu'on a entendues dans le domaine du voyage. Par exemple, dans l'adaptation des processus, ce serait d'analyser et puis de trouver selon sa réalité des solutions possibles. Là, de nouveau, à l'exemple de Eurotrek, eux, ils ont déterminé que les employés ne sont pas plus que 4 heures par jour qui servent les clients. C'est-à-dire, bon, chez eux, c'est beaucoup par téléphone. Donc, 4 heures par jour que les employés répondent au téléphone. Et puis, le reste du temps, après, ils ont pour gérer toutes leurs demandes, pour faire le suivi de leurs demandes. Ça peut être une possibilité pour montrer aussi, ça peut aussi être un critère de flexibilité, de dire, OK, sur une journée de 8 heures, je n'ai pas besoin d'être 8 heures de temps là pour le client. On se fait un tournus et puis on a chacun nos heures où on est vraiment à la vente et puis où on prend chaque appel de chaque client. Puis après, on a de nouveau des heures où on est plutôt en back-office. Bien sûr que ça doit être réaliste par rapport à votre emplacement, à votre bureau, mais réfléchir à la question comment on pourrait instaurer ça, je pense que ça c'est déjà le premier pas de montrer qu'on est ouvert à des solutions, puis que si on implique les employés, peut-être il y a des idées auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Donc, oui, pour résumer là, reconnaissance des valeurs vécues, montrer qu'on est ouvert à la flexibilité, trouver des solutions ensemble, c'est ça qui qui va faire augmenter votre attractivité d'employeur. Voilà, je montre ça, je vois l'heure avance, on avait jusqu'à 9h15 prévu dans ce webinaire. Donc, pour encore une fois citer les 3 thèmes de ce matin, donc on a regardé culture d'entreprise avec l'ADN qu'on doit connaître, qu'on doit apprendre à connaître pour pouvoir après planifier l'avenir de l'entreprise. Et puis le grand thème de la flexibilité, donc impliquer vos équipes pour trouver des solutions et automatiquement en faisant ça, l'attractivité en tant qu'employeur va augmenter. Et puis tout ça, bien sûr, ne se fera pas en une journée, vous l'aurez deviné, c'est du travail de longue haleine qui demandera beaucoup de persévérance et beaucoup de bonne volonté de votre part ou de la part de l'entreprise d'investir dans le bien le plus précieux que chaque entreprise a, c'est ses employés. J'arrive, moi, à la fin de ce webinaire, de cette présentation, de cette, j'espère, inspiration pour vous. Est-ce que vous avez des questions ou des remarques encore qui seraient à partager avec nous?